merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, je vais parler de la question de l'entropie et des concepts associés, notamment de négantropie et d'antientropie. Alors, le concept d'entropie était tout à fait central pour Bernard à partir de 2014-2015. Donc, je commence par une petite citation de lui. Le concept d'entropie est une bouteille à l'encre, comme le disait déjà von Neumann à Shannon. Il y a 5 ou 6 ans, il m'est apparu que l'impact biosphérique des activités humaines, l'anthropocène, imposait d'y revenir et centralement. Donc c'est bien pour Bernard, c'était bien pour Bernard une question tout à fait centrale. Euh, donc au passage, cette citation vient en fait d'un entretien entre lui et moi, et donc, qui était enregistré puis transcrit. Mais dans la version enregistrée, à l'oral, il n'y a pas dit bouteille à l'encre, mais bâton merdeux, pour dire à quel point le concept d'entropie est problématique et difficile à manier. Alors à ce sujet, justement, je vais utiliser un peu comme fil conducteur un débat ou un non-débat qui a eu lieu entre Bernard Stiegler et Aurélien Barraud, et qui est rapporté dans Qu'appelle-t-on penser 2. Donc, c'était à la suite d'une conférence que Bernard Stiegler avait donnée à Grenoble, où Aurélien Barraud, physicien, mais aussi connu pour des prises de position, somme toute, assez raisonnables sur les questions de réchauffement climatique. Donc Aurélien Barraud, qui est enseignant à Grenoble, a été présent et a réagi en aparté. Donc, Bernard Stiegler écrit « Aurélien Barraud objecta que, en tant que physicien, il se devait de me rappeler que la meilleure façon de limiter l'augmentation du taux d'entropie thermodynamique sur la Terre, ce serait de bétonner l'Amazonie. » En fait, cette objection, je l'avais déjà faite à Bernard avant, avec l'idée, pour moi, l'idée, c'est qu'il faut autre chose que l'entropie pour bien discuter les choses. Parce que là, c'est un raisonnement de physicien. Le physicien cherche on lui dit le problème, c'est l'entropie, donc il cherche à minimiser les taux de production d'entropie. Et donc, Bernard Stiegler écrit un peu plus loin, mais objecter cela à l'encontre de l'affirmation selon laquelle il faut, dans la biosphère, lutter contre l'entropie pour en revenir à la vie, ce n'est plus faire de la physique, c'est-à-dire de la science, c'est faire de la rhétorique. Ok, une attaque très dure. Et je vais essayer de montrer, donc, dans cette présentation, à la fois pourquoi il a raison de faire cette attaque, ce qui la justifie vraiment, et à la fois que la réaction d'Aurélien Barraud vient d'un vrai problème théorique et d'une insuffisance théorique qui commence en fait pour moi dans la théorisation de la biologie et autour de la question de ce que c'est que la négantropie en fait. Le problématique là-dedans, c'est pas tant l'entropie que la négantropie. Et ça va me conduire aussi à éclairer des choses peut-être un peu plus avancées théoriquement, comme cette citation-là qui devrait justement ne pas être simple, à mon avis. Donc l'Anthropocène est un anthropocène, c'est-à-dire une période de production massive d'entropie, précisément en cela que les savoirs ayant été liquidés et automatisés, ce ne sont plus des savoirs, mais des systèmes fermés, c'est-à-dire anthropiques. Un savoir est un système ouvert, il comporte toujours une capacité de désautomatisation productrice de négantropie. Alors, je pense que ça, c'est absolument illisible pour un physicien, à moins qu'il ait travaillé vraiment les textes de Bernard Stiegler. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une élaboration autour de négantropie et qui, pour moi, est quasiment la même chose que l'anti-entropie, mais enfin, ça, je vais y revenir, et qui s'éloigne beaucoup des concepts physiques tout en y étant articulé quand même. Donc, ce n'est pas indépendant de la physique, mais il y a une élaboration théorique que la plupart des physiciens ne connaissent pas du tout, d'où certains problèmes. Alors, je vais d'abord me concentrer quand même sur l'entropie physique pour bien la cerner, pour passer ensuite à la question de l'anti-entropie et du vivant. Et ensuite, je vais parler des questions plus humaines avec le concept d'entropie ANTH,
qui est un concept qui est en développement, sur lequel Bernard et moi travaillons ensemble. Et dans ma relation avec Bernard, c'est une relation entre philosophie d'un côté et une approche théorique, mais aussi philosophique, mais des sciences. Donc il y a toujours un décalage entre le fait d'avancer de manière purement conceptuelle et en faire, par exemple, des concepts scientifiques qui puissent être opératoires. Et ça, je vais l'illustrer par rapport à la biologie, sachant que pour l'entropie ANTH, l'entropie humaine, c'est des choses qui sont en cours d'élaboration de mon côté, bien sûr. Alors, pour commencer avec l'entropie physique, elle vient en fait de questions très, très pratiques. Elle vient d'abord de la question de la chaleur. Comment on théorise ce que c'est que la chaleur? Et donc ça, c'est un travail qui a été fait au 19e siècle par des physiciens. On peut partir de plusieurs remarques. Déjà, on peut transformer un travail mécanique en chaleur. Par exemple, si je me frotte les mains comme ça, on sent très, très facilement que ce travail mécanique produit une chaleur donc, qui est ressentie. Mais plus généralement, les frottements conduisent à une production de chaleur. Réciproquement, il est possible aussi de transformer de la chaleur en travail mécanique, mais à certaines conditions. En fait, ce qui se passe, ce qui est illustré avec ce petit diagramme très simple, c'est que si on a un corps chaud et un corps froid à côté, la chaleur va aller spontanément du corps chaud vers le corps froid jusqu'à produire deux corps tièdes. Et donc, dans ce passage de la chaleur du corps chaud vers le corps froid, on peut produire un travail mécanique par dilatation d'un objet, par exemple. Et c'est tout le principe, justement, de la machine thermique qui peut constituer un cycle comme ça et qui produit un travail, c'est-à-dire le déplacement d'un objet, en fait. Un travail au sens de la mécanique, c'est quoi? C'est le déplacement d'un objet. Mais donc, pour faire ça, il faut bien une source chaude et une source froide. Si on a un corps tiède, il y a de l'énergie dedans, mais on ne peut rien en tirer. Donc, ce que je vous ai présenté déjà, c'est une ébauche d'éléments théoriques qui sont très, très différents de ce qui existait déjà à l'époque, c'est-à-dire la mécanique classique. Pourquoi? Parce que justement, cette transformation-là est irréversible. Si on a un corps tiède, on ne peut pas passer à un corps chaud et un corps froid sans apport extérieur. Je vais y revenir. Donc, maintenant, pour rentrer dans la théorisation elle-même en physique, ce qui est très important, c'est d'avoir le concept de quantité conservative. C'est quoi une quantité conservative? C'est une quantité pour laquelle s'applique l'adage « rien ne se perd et rien ne se crée ». Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir un changement à l'intérieur d'un objet, mais ce changement va dépendre de ce qui rentre, de ce qui sort de cet objet. Donc, c'est le cas de manière principielle pour l'énergie. C'est le cas aussi pour le nombre d'atomes dans une réaction chimique, par exemple, sauf lorsqu'il y a de la radioactivité, parce que la radioactivité, justement, c'est la désintégration des atomes. Et donc, ces quantités, l'énergie, les nombres d'atomes, ne peuvent pas être consommés au sens strict. Pour une quantité conservative, il n'y a pas de consommation, il y a juste un déplacement. Et à l'opposé, donc on peut définir des quantités non conservatives, où il peut y avoir des flux aussi, comme pour les quantités conservatives, mais en plus, il peut y avoir un terme de production, ou à l'opposé de destruction, si vous voulez. Et donc, pour l'entropie, justement, il y a un terme de production, et ce terme est toujours strictement positif pour un système isolé. Donc, les principes de la thermodynamique sont, premier principe, conservation de l'énergie. L'énergie est une quantité conservative. Deuxième principe, il existe une fonction, l'entropie, qui ne peut qu'augmenter dans un système isolé, et c'est une fonction qui est non conservative. Là aussi, c'est vraiment un changement théorique très important par rapport à la mécanique classique, parce que le fait de dire qu'elle peut que augmenter signifie qu'il se passe quelque chose, il y a une flèche du temps, il y a un avant et un après.
Et parce que si on inversait le temps, ça veut dire que l'entropie diminue et on serait dans autre chose. On ne respecterait plus les lois de la thermodynamique. Bon. Au passage, je veux faire une petite remarque, mais qui est très importante épistémologiquement. Avec cette quantité d'entropie, les physiciens en fait mobilisent un principe épistémologique très très fort, très important, dès lors qu'on cherche à mathématiser des phénomènes naturels ou sociaux. C'est l'idée d'optimisation et plus précisément de maximisation ici. Donc, comment on fait en fait pour prédire quelque chose? Comment on fait pour singulariser la situation qui va se produire? Parce que prédire, ça veut dire singulariser, pouvoir pointer la situation qui va se produire. Ben, une méthode, c'est de dire cette situation va être optimale pour une quantité donnée. Donc ici, l'entropie, ça peut être, il y a d'autres principes en physique. En économie, c'est pour les agents rationnels, entre guillemets, c'est la rentabilité de chaque acteur. En biologie, en biologie de l'évolution, ça peut être la fitness, c'est-à-dire le nombre de descendants. Euh, Sachant que autant ces principes sont très forts en physique, autant ils sont quelquefois un peu douteux en biologie et en économie. Et donc, pour dire que ici, il y a ce type de principe qui est mobilisé. Bon, maintenant, ce que je vous ai dit, ça peut paraître très insatisfaisant. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas d'intuition de ce que c'est que l'entropie, pas d'intuition pratique. Donc, et c'était très insatisfaisant pour les physiciens aussi, qui ont proposé une interprétation microscopique de l'entropie, interprétation notamment par Boltzmann et Gibbs aussi. L'interprétation, au fond, elle peut se résumer à ceci, c'est de dire que l'entropie, c'est la dispersion de l'énergie au niveau microscopique. Alors, avant de rentrer dans des choses un peu plus détaillées, si vous avez un corps chaud et un corps froid, mon exemple de tout à l'heure, l'énergie est concentrée dans le corps chaud et il y en a moins dans le corps froid, alors qu'à la fin, vous avez deux corps tièdes, donc l'énergie est bien dispersée partout de manière homogène. Donc, cette idée de dispersion, elle fonctionne déjà très bien sur cet exemple, même si là, on n'a pas considéré le niveau microscopique. Alors, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le schème de Boltzmann, l'idée, et je prends un exemple d'un tirage à pile ou face, parce que c'est plus simple que la physique, l'idée est de distinguer un niveau microscopique, ça va être ici la suite de ce que l'on a obtenu par pile ou face, et un niveau macroscopique qui va être la moyenne des lancers, et puis je fais très simple, il y a deux états, c'est de trouver 0,5 avec une petite marge de manœuvre, puis les autres, ça va être le deuxième état. Si on fait très peu de lancers, donc ici 4, on voit qu'on tombe dans deux cas dans M1 et dans pas mal d'autres cas dans l'autre état macroscopique. Bon, là, ce n'est pas très intéressant. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que le très grand nombre va tout changer. Et ça, c'est central pour la question d'entropie en physique. Et donc, si on fait 10 000 lancers, ce qui est un nombre pas grand, mais pas si grand que ça, en fait, on tombe toujours dans les simulations que j'ai faites, dans l'état M1, c'est-à-dire 0,5 avec une petite marge de manœuvre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on tombe toujours à peu près sur 0,5? C'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de suites de lancers possibles qui correspondent en fait à 0,5 qui correspondent à autre chose. C'est vraiment le poids de la combinatoire qui fait qu'en fait, un état macroscopique ici, donc 0,5 avec la petite marge de manœuvre, va être en fait presque tous les possibles, et puis il y en a quelques autres qui vont être à la marge, mais qui vont être durs à réaliser parce qu'ils sont en fait très improbables. Alors, ce schéma de Boltzmann, je l'ai illustré ici aussi. Et l'idée, c'est qu'un système qui peut partir d'une situation macroscopique assez singulière, assez peu probable, s'il va se déplacer aléatoirement parmi les possibles microscopiques, et qu'il y a un état macroscopique qui correspond à presque tous les possibles microscopiques, et bien, il va se retrouver dans cet état macroscopique qui correspond à presque tous les possibles microscopiques. Et en fait, c'est comme ça que Boltzmann définit l'entropie.
Et quand je dis presque tous, ici on voit un peu les autres états macroscopiques, mais en physique, la chose est tellement écrasante que ça permet de dire que l'entropie ne peut qu'augmenter. Donc il y a les états d'entropie maximale sont vraiment beaucoup plus probables que les autres. Bon, je vais peut-être passer sur ce cas-là. Si, quand même, il y a un point qui est un peu un point de détail, mais qui illustre bien l'importance de ce jeu entre le microscopique et le macroscopique. Définir l'entropie en physique, ça passe par une articulation entre ce point de vue de Boltzmann et la mécanique classique, en disant que toutes les particules dans l'air, par exemple, sont des particules qui sont régies par la mécanique classique. Or, il y a un théorème de la mécanique classique qui s'appelle le théorème de Liouville et qui dit que si on prend un ensemble de conditions initiales possibles dans l'espace des possibles et que donc on laisse le temps s'écouler, ce volume ne va pas changer. La taille de ce volume ne va pas changer, mais il peut se déformer. Donc, ça pose un problème puisque l'entropie doit augmenter. Donc, comment on fait pour que l'entropie augmente mais que le volume des possibles n'augmente pas? Et l'idée pour résoudre ça, c'est la notion de coarse-graining qui est illustrée ici, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le système à partir du volume réel de ces possibles, mais en regardant par exemple des petits cubes et le nombre de petits cubes dans l'espace des possibles que ce système rencontre. Donc ce qui se passe, c'est que ce petit volume se déforme jusqu'à remplir tout l'espace, jusqu'à rencontrer tout l'espace, mais tout en gardant le même volume. C'est ce qui est illustré ici. Et là, le point épistémologique qui est très important, c'est que l'entropie, en fait, elle n'est pas définie par la dynamique intrinsèque du système. Elle est définie par la rencontre entre cette dynamique et un point de vue qui va définir un coarse-graining, c'est-à-dire ce petit découpage en carré, par exemple. Et ce point de vue-là, il vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'un physicien, théoricien assez connu, Rovelli, dit qu'en fait, l'entropie dépend de la perspective, d'une perspective. Dépend d'un couplage vis-à-vis de l'extérieur, dépend d'une perspective. Ce n'est pas du tout le cas pour la rotation de la Terre autour du Soleil. Hein. Là, il n'y a pas besoin de perspective. Mais pour l'entropie, c'est fondamental, et sinon, ça ne marche pas, mathématiquement. Théoriquement et mathématiquement. Alors, illustrons un peu maintenant ce que ce concept d'entropie apporte, on va dire, dans la vie quotidienne, pour analyser les situations de la vie quotidienne. Déjà, un radiateur qui chauffe une pièce, donc la pièce ici en orange, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient disperser l'énergie, ici de l'énergie électrique, symbolisée par ce petit câble, dans la pièce. Et comme la pièce est un peu isolée de l'extérieur, ça permet d'avoir une pièce ayant une température plus élevée que l'extérieur qui est frais actuellement. Donc ici, vous voyez bien que c'est une question de dispersion de l'énergie. On comprend bien les choses en termes de dispersion de l'énergie. Maintenant, ça devient intéressant si on analyse des choses qu'on tendait à ne pas voir comme ça. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? L'ordinateur, il fait des calculs, mais sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne consomme pas d'énergie, il la disperse. Donc en fait, il fait la même chose que le radiateur. Ce qui conduit à la remarque qu'on pourrait très bien avoir des radiateurs qui fassent des calculs, et ça ne consommerait pas plus d'énergie que des radiateurs électriques qui ne font pas de calcul. Donc vous voyez ici que plutôt que de dire pour faire, d'un point de vue un peu fonctionnel, pour faire des calculs, on a besoin de consommer N watts, et pour se chauffer, on a besoin de consommer M watts, ce qui est une espèce de réduction de la physique à l'économie. Analyser les choses d'un point de vue plus physique, c'est-à-dire qu'un processus tel qu'un ordinateur disperse de l'énergie, peut permettre certaines optimisations, certaines opportunités. Ce qui est quelque chose qu'une entreprise fait d'ailleurs, propose d'ailleurs. Bon, alors ensuite, ce qui arrive théoriquement, c'est de dire que, d'accord, un système isolé va vers le maximum d'entropie, mais un système qui n'est pas isolé, donc qui est ouvert vis-à-vis des flux de l'extérieur, peut faire des choses plus riches.
Et notamment, il peut produire des structures qui se maintiennent pendant un certain temps. Des structures comme ça sont des flammes, par exemple, des ouragans. Et alors, ici, il y a une difficulté théorique sur laquelle je vais revenir, et que Bernard souligne bien. Quant à l'idée de Prigogine selon laquelle les structures dissipatives, donc ces structures-là qui s'organisent spontanément, produisent de la négantropie, c'est pour moi un malentendu formel. Une structure dissipative ne produit pas de négantropie parce que la négantropie est produite par le vivant. Bon, après, il explique dans le texte pourquoi, mais moi je vais y revenir aussi plus tard. Donc c'est quelque chose quand même d'intéressant pour la théorisation d'entropie, que l'entropie n'est pas en contradiction avec une espèce d'auto-organisation, mais ce n'est pas la clé pour comprendre le vivant et a fortiori le vivant humain. Bon, je vais prendre un autre exemple pour illustrer tout ça et pour montrer que ces choses sont très concrètes pour l'Anthropocène, en plus du cas de l'énergie dont j'ai parlé juste avant. Si on applique le principe de l'entropie à la répartition de ressources de produits, par exemple une goutte d'encre dans l'eau, on va vers une situation spontanément plus homogène. Donc, ça s'applique aussi à la répartition de la matière, pas seulement l'énergie. Alors, si on applique ça à la question des ressources minérales, ce qu'on voit, c'est qu'un gisement de minerai, c'est une situation où on a une concentration importante de ce minerai, parce que sinon ce ne serait pas rentable de l'extraire à cet endroit-là. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est que justement la richesse des gisements tendanciellement baisse. Ça peut augmenter quand on trouve de nouveaux gisements, mais tendanciellement baisse précisément parce qu'on va chercher les gisements les plus riches en premier et donc, on se retrouve avec des gisements de moins en moins riches, donc de plus en plus coûteux à extraire. Donc, cet exemple-là montre bien que ce qu'on a, c'est une dispersion ou une perte des gisements d'entropie basse, ce qui est donc caractéristique de l'Anthropocène parce que une des difficultés qu'on rencontre, c'est justement le fait que les gisements soient de moins en moins riches. Donc, pour comprendre ça en amont, les géologues aussi s'intéressent à comment des gisements se forment, sachant que justement, ce n'est pas quelque chose de spontané, en tout cas pour un système isolé, d'avoir une concentration de minerais. Donc, la manière dont les géologues analysent ça, justement, c'est en quelque sorte, avec le point de vue des structures dissipatives de Prigogine, c'est l'activité de la Terre, le magma, l'activité de l'eau, etc., qui, par endroits et par accident, conduisent à des gisements où les minerais sont très concentrés. Et donc, ce que va faire l'activité humaine ensuite, c'est récupérer ces roches où il y a des minerais, les raffiner encore plus, donc diminuer l'entropie, mais bien sûr avec un gros coût, parce que ça ne se fait pas spontanément, un gros coût en termes d'énergie libre. Donc en produisant beaucoup d'entropie, on peut diminuer l'entropie des minerais, les raffiner, les utiliser pour construire des choses, et ensuite, les métaux, par exemple, vont être en partie dispersés dans la nature. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut empêcher, et potentiellement un peu recyclé. Et donc là, vous voyez l'intérêt, encore une fois, du concept d'entropie, c'est-à-dire qu'en fait, la question pour les minerais, c'est disperser ou ne pas disperser, et surtout, donc, si on veut économiser l'entropie, ne pas disperser trop ces minerais, et donc essayer de les recycler, ce qui marche bien pour certaines choses, et ce qui est beaucoup plus dur, notamment pour l'électronique. Donc, penser en termes de dispersion plutôt que de consommation, ici, est beaucoup, beaucoup plus rigoureux. Et donc, dispersion, en fait, c'est l'entropie qu'il y a derrière. Alors, en résumé, et très intuitivement, l'augmentation d'entropie, c'est quoi? C'est la dispersion de l'énergie parmi les possibles microscopiques, mais plus qualitativement, c'est quoi? C'est aller vers du plus générique, et c'est aussi effacer les traces du passé. Parce que si vous prenez encore une fois un récipient contenant de l'eau et une goutte d'encre, une fois que l'encre est complètement dispersée dans ce récipient, vous ne savez plus où était la goutte d'eau. Donc, vous avez perdu la trace du passé. Donc,
revenons à la petite citation de Bernard concernant Aurélien Barraud. Dire que l'entropie n'est pas un concept pertinent pour parler de l'anthropocène, ici d'un point de vue purement physique, c'est quand même pas très raisonnable. Et à mon avis, c'est un refus d'obstacle, c'est-à-dire que l'entropie est un concept assez délicat, et donc les physiciens préfèrent éviter le sujet que de rentrer dedans. Et ça a un coût, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas ce travail pour faciliter la compréhension du monde, de la nature, les idées un peu imprécises ou fausses sur la consommation d'énergie, sur quel est l'intérêt du recyclage au fond, etc., dominent. Donc, ce qui est problématique. Mais le problème est plus riche que ça. Donc maintenant, je vais passer à la biologie. Alors, je commence encore une fois par une petite citation de Bernard. La vie en général comme entropie négative, c'est-à-dire comme négantropie, produit elle-même toujours de l'entropie et reconduit invariablement, elle est un détour. Et là aussi, il y a en fait une incompréhension par les physiciens, c'est-à-dire que les mathématiques vont assez bien, d'un point de vue politique, avec le concept d'utopie, de maximisation, de trouver une solution. Alors que le point de vue de Stigler est fondamentalement un point de vue tragique, c'est-à-dire que il s'agit de lutter contre l'entropie, mais il ne s'agit pas de gagner contre l'entropie. Et de toute façon, pour lutter contre l'entropie, il faut produire de l'entropie, parce qu'il faut maintenir nos corps, par exemple. Alors, là, il y a un peu de flottement terminologique, parce que Bernard Stiegler est parti sur le concept de négantropie, alors que le groupe auquel j'appartiens est parti sur un concept d'anti-entropie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le concept de négantropie qui vient de la physique correspond à quelque chose d'assez précis, et en gros, c'est de l'entropie basse. Alors qu'à la fois le concept d'anti-entropie et puis le concept de négantropie au sens de Bernard Stiegler ne correspondent pas justement seulement à de l'entropie basse. C'est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus travaillé théoriquement. Donc là, je vais me concentrer sur l'anti-entropie. Pour définir l'anti-entropie, je pars du principe que les êtres vivants ont une dimension systémique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'analyser les parties les unes indépendamment des autres, mais il faut garder le système ensemble, comment l'organisme tient ensemble, comment les écosystèmes tiennent ensemble, et aussi possèdent une historicité fondamentale, c'est-à-dire qu'ils sont le résultat d'une histoire et ils continuent à produire une histoire. Ça veut dire notamment qu'ils produisent des nouveautés en un sens assez fort que je ne vais pas élaborer ici. Mais le point capital pour le concept d'anti-entropie, c'est que les organismes vivants ou les écosystèmes ont un caractère spécifique. Ce ne sont pas tous les mêmes. Une souris fonctionne différemment d'un éléphant, et puis une souris particulière peut être différente d'une autre souris particulière dans son fonctionnement, dans son métabolisme, plus ou moins bien sûr. Mais ils ont une spécificité, et cette spécificité contribue au fait qu'un organisme puisse se maintenir vivant. Donc cette spécificité est nécessaire à l'organisation biologique, pour analyser l'organisation biologique. Bon, ça, je vais passer parce que je suis un peu en retard. Donc l'idée, en posant le concept d'anti-entropie, c'est de dire que c'est une grandeur différente de l'entropie. Donc ce n'est pas juste une entropie basse, ce n'est pas juste la négantropie au sens des physiciens, c'est une grandeur différente. Elle a été appelée anti-entropie par analogie en fait avec le rapport matière-antimatière, étant donné que l'antimatière justement c'est quelque chose de différent de la matière, et pas forcément qui s'opposent, même si quand matière et antimatière se rencontrent, ils s'annihilent. Et donc le point cardinal, c'est que ce qui va être pertinent pour l'anti-entropie, ce sont des aspects d'un organisme qui ont un rôle systémique pour l'organisation, donc qui permettent la viabilité, c'est pareil pour un écosystème, qui sont le résultat spécifique d'une histoire et qui ont un rôle dans l'organisation parce qu'ils sont un résultat spécifique de l'histoire. Donc tout ce qui est auto-organisation spontanée, ça ne contribue pas directement, en tout cas,
à l'anti-entropie. Une remarque importante sur laquelle je vais revenir à la fin, c'est que l'anti-entropie est toujours locale. On peut définir l'anti-entropie que par rapport à une organisation, donc un organisme, un écosystème. On peut définir les choses de manière un peu différente, mais ce n'est pas une grandeur qu'on peut cumuler comme l'énergie, qu'on peut juste additionner. Alors, le point important, je vous avais parlé des grandeurs conservatives et des grandeurs non conservatives, c'est que le fait d'être non conservatif, ça conduit à un concept particulier. Pour l'entropie, c'est la production d'entropie, c'est-à-dire l'entropie qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est produite par l'irréversibilité des processus. Pour l'anti-entropie, c'est la production d'anti-entropie et qui correspond en gros aux nouveautés fonctionnelles qui vont être générées par un système. L'idée, et maintenant je vais revenir à l'Anthropocène, c'est que le vivant peut être vulnérable tant par la perte d'anti-entropie que par la perte de la capacité à produire de l'anti-entropie, c'est-à-dire la perte du résultat d'une histoire, la perte d'anti-entropie, et la perte de la capacité à produire une histoire, à produire des nouveautés fonctionnelles, c'est la perte de la capacité à produire de l'anti-entropie. Alors, pour le premier, je vais prendre un exemple sur lequel je suis en train de publier un article pour montrer qu'on peut faire des maths avec ça, qu'on peut analyser des objets empiriques, des données avec ça, et donc ce ne sont pas des concepts spéculatifs, mais des concepts qui peuvent être scientifiques au sens plein du terme. Donc l'exemple que je prends ici, c'est la question des activités saisonnières des organismes dans des écosystèmes. Là, je suis au niveau des écosystèmes. L'idée, c'est que pour vivre, les organismes interdépendants dans un écosystème doivent avoir des périodes d'activité qui sont, dans une certaine mesure, synchronisées. Par exemple, je travaille sur les plantes et pollinisateurs dans des écosystèmes. Les pollinisateurs ont besoin des plantes, que les plantes soient fleuries, soient en fleurs, pour avoir quelque chose à manger. Donc, il faut que les pollinisateurs n'éclosent pas bien avant la floraison des plantes. Sinon, ils peuvent disparaître. Et réciproquement, si une fleur fleurit à un moment où il n'y a aucun pollinisateur, elle ne pourra pas se reproduire, en tout cas pas sexuellement. L'idée, c'est qu'on pourrait croire qu'avec le réchauffement climatique, tout le monde, en gros, commence son activité plus tôt dans l'année, au printemps, et donc il n'y aurait pas de perte de synchronisation. Mais ce n'est pas le cas, et le petit graphe ici vous montre les changements de période d'activité pour les pollinisateurs à gauche et les plantes à droite, et ça va un peu dans tous les sens. Pourquoi physiologiquement? Parce qu'en fait, différentes espèces utilisent différents indices pour se réveiller au printemps. Et par exemple, certains utilisent la durée de la journée, donc la lumière, ce qui ne change pas avec le changement climatique. D'autres utilisent la température de l'air, la température du sol, la couverture neigeuse, etc. Donc il y a toutes sortes d'indices qui fait que, en fait, comme conséquence de l'évolution, tout ça était à peu près synchronisé, mais avec le changement climatique, tout ça devient très désynchronisé. Donc, j'ai déjà un peu raconté ça, mais l'idée pour un pollinisateur ici, c'est que dans la situation initiale, disons avant le changement climatique, le pollinisateur avait des plantes à polliniser pendant toute sa période d'activité. Après le changement climatique, il peut avoir des périodes sans rien à polliniser, ce qui peut conduire à sa disparition, ou en tout cas à l'affaiblissement de ces populations. Alors, j'avais insisté sur l'articulation entre une analyse systémique et une analyse historique. Ici, l'histoire justifie la condition initiale très particulière de synchronisation. Et l'aspect systémique, c'est l'interdépendance entre les plantes et les pollinisateurs. Donc, ce qui conduit à un petit schéma synthétique, mais comme je suis un peu en retard, je vais accélérer. Il te reste 5 minutes encore. Oui. Donc ici, en fait, vous avez un schéma qui représente l'espace microscopique comme je vous avais fait de manière très illustrative pour la physique, où ici, les états macroscopiques sont définis par le nombre d'espèces qui va disparaître.
Et le point très important, c'est que la situation où aucune espèce ne disparaît, c'est le coin en haut à gauche ici, et en fait, c'est extrêmement improbable. Donc l'idée, c'est vraiment que l'histoire produit des configurations extrêmement improbables et que ajouter de l'aléatoire, donc ajouter de l'entropie en fait, dans ces configurations improbables, bah, ça conduit à une perte de viabilité et qu'on peut modéliser et qu'on peut calculer. Euh, donc l'idée, c'est qu'on peut analyser une partie des problèmes de l'Anthropocène comme l'anthropisation de l'anthropie, c'est-à-dire le devenir aléatoire des organisations biologiques conçues dans leur historicité. Donc il y a plein de situations similaires en écologie. Et puis l'idée dans mes travaux, c'est d'étendre ça à des questions de physiologie avec les perturbateurs endocriniens, des questions aussi de système immunitaire. Bon, mais il y a un second type de disruption qui est non pas vis-à-vis de l'anti-entropie telle qu'elle est constituée, mais dans la capacité à produire de l'anti-entropie, c'est-à-dire à produire de l'organisation. Alors, en biologie, c'est quoi? C'est par exemple des situations où la sélection naturelle ne peut plus produire d'adaptation. Je ne vais pas détailler. Donc, le raisonnement de Barrow, c'était quoi? C'est de dire on a une fonction entropie ou production d'entropie, on va chercher à la minimiser, comment on fait? On bétonne l'Amazonie. J'avais dit à Bernard, si on veut minimiser l'entropie, il suffit d'aller vers une glaciation énorme hein, où tout le monde meurt. Et là, on aura une entropie très basse sur Terre. Mais, donc l'idée, c'est que ce qui compte, ce n'est pas que l'entropie, c'est l'entropie par rapport aux organisations, donc par rapport à l'anti-entropie. Donc c'est par rapport à l'anti-entropie qu'il faut analyser les choses. Donc pour Bernard, c'était par rapport à la négantropie, en fait. Est-ce qu'on l'apport théorique de tout ça, qui pourrait en partie être formulé différemment, c'est de dire quelque chose de particulier. C'est de dire qu'au fond, ce qui est viable, et donc ce qui est vraiment possible pour le vivant, par exemple, ou pour l'humain, est rare parmi ce qui semble possible. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir ici. Donc, l'idée ensuite, pour passer à l'humain, comme le dit Bernard, c'est que, en quelque sorte, l'humain hyperbolise ce jeu entre entropie et anti-entropie. À la fois dans l'anthropisation de son milieu et de lui-même, et à la fois dans la capacité à produire de l'anti-entropie. Bon, lui le dit en termes de négantropie. Bon, l'entropie ANTH, pour Bernard, c'est quoi? C'est ce que l'activité humaine produit comme entropie à tous les niveaux, que ce soit physique, que ce soit biologique, et que ce soit par rapport aux organisations sociales et aux techniques. Donc, par rapport à la physique, c'est quoi? C'est les minerais dont je vous ai parlé, c'est l'énergie, la dispersion d'énergie. Pour le vivant, ça peut être le changement climatique sur les écosystèmes, comme je l'ai rapidement illustré, ça peut être les perturbateurs endocriniens. Alors, par rapport aux techniques, c'est quoi? Bon, je vais passer ça rapidement. C'est par exemple lorsqu'on utilise un système de traduction automatique. Ce système de traduction automatique conduit à de la perte de sens. Par exemple, mélanger le vinaigre, ici, devient mélanger les raisins après un cycle parmi plusieurs langues dans Google Translate. C'est quoi? C'est qu'en fait, le sens se disperse lorsqu'on utilise les algorithmes de traduction automatique. Ce qu'il y a d'important philosophiquement ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour maintenir le sens dans la traduction, il ne suffit pas de donner le résultat le plus probable ou statistiquement par rapport à un corpus. Il faut quelquefois aller chercher des situations très improbables justement par rapport au corpus pour trouver la bonne traduction. Donc, par exemple, créer un nouveau mot dans le langage cible, faire une périphrase. Et donc traduire, c'est aller chercher de l'improbable, parfois en tout cas, pour permettre au sens de passer d'une langue à l'autre, dans une certaine mesure.
Un exemple moins amusant d'entropie au niveau purement technique, c'est l'effet des smartphones sur le développement des enfants en bas âge, euh, sur lequel vous pourrez peut-être m'interroger après, mais l'idée, c'est qu'un smartphone ne permet pas la même relation qu'a l'enfant avec un parent, parce que notamment, il n'y a pas de synchronie interactive entre ce qui se passe dans le smartphone et ce que fait l'enfant. Et donc, du coup, c'est encore une fois une anthropisation, une désorganisation du développement, à la fois d'un point de vue cognitif et d'un point de vue psychique. Et quelque chose sur lequel on a travaillé avec Bernard en Seine-Saint-Denis. Je vais conclure par cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait face à cette question d'entropie? Quelle stratégie on peut avoir? Ce qui se passe avec les humains, c'est que la lutte contre l'entropie passe d'abord par les savoirs qui accompagnent les techniques et permettent de limiter leur toxicité et d'augmenter leurs effets intéressants, leurs effets bénéfiques. Donc, face à l'Anthropocène, dans une situation où l'entropie augmente énormément, que ce soit par l'ajout de nouvelles techniques, mais aussi d'un point de vue biologique, d'un point de vue des écosystèmes, d'un point de vue des minerais, etc., il faut développer de manière massive et donc extrêmement rapide des savoirs. Et c'est ici qu'intervient l'économie et la recherche contributive, où l'idée, justement, c'est d'investir dans les savoirs et de travailler entre publics concernés, qui peuvent être des professionnels, qui peuvent être des habitants, des entreprises, etc., et le monde académique, pour permettre de faire face et de limiter cette augmentation massive de l'entropie à tous les niveaux, de la physique, la biologie et le social, ce dernier étant illustré à grand spectacle par ce qui s'est passé aux États-Unis dans les dernières années et encore plus dans les derniers mois. Voilà, je vous remercie pour votre attention.